Précédemment dans Commanderie. Une réunion entre Pablo Longoria et les supporters met le feu au club. La question de l'avenir de Pablo Longoria est désormais plus brûlante que jamais. Et finalement, il annonce qu'il reste. Affaibli par la réunion à la Commanderie, Pablo Longoria est un président sur la sellette. La saison 2023-2024 est donc celle de tous les dangers pour l'Espagnol et voit son leadership menacé. Mais au pied du mur, le président va retourner la situation et lancer l'acte 2 de sa présidence à l'Olympique de Marseille. Bienvenue dans la première saison de Commanderie. Une plongée inédite dans les coulisses de l'Olympique de Marseille. Un podcast original, La Provence. Épisode 5. La revanche de Longoria. Ébranlé, poussé vers la sortie par les leaders des principaux groupes de supporters, Pablo Longoria est en septembre 2023 un président fragilisé. Mais pour l'actionnaire américain Frank McCourt, l'Espagnol reste l'homme de la situation. D'abord très simplement par le fait que celui qui prend la décision, c'est l'actionnaire. Et l'actionnaire, il pense fondamentalement, et je pense qu'il a raison, que le meilleur atout de l'OM aujourd'hui, c'est Pablo Longoria. Jacques Cardoz est directeur de la communication de l'Olympique de Marseille entre mai 2021 et février 2023. Parce qu'il a une grande connaissance du foot, il a une bonne capacité à prendre les bonnes décisions, que dans le foot, malheureusement, certaines années, ça marche pas, et que ça, Frank McCourt l'a parfaitement analysé. Donc il sait que une saison, ça peut être un peu moins bien, mais que si on redonne de l'instabilité à de l'instabilité, alors c'est la fin de tout. Confirmé à son poste, Pablo Longoria doit impulser un nouvel élan à la tête du club. Mais la crise de septembre laisse des traces et une grande partie de sa garde rapprochée, celle qu'il avait mise en place, quitte le club. C'est assez désastreux pour l'image de l'OM, parce qu'on a l'impression de retomber encore dans les travers des coulisses de l'OM avec des crises de pouvoir. Alexandre Jacquin est chef du service des sports à La Provence. C'est surtout que ça a des conséquences sportives. Parce que Gattuso arrive pour remplacer Marcelino, ça se passe mal aussi. Javier Ribalta qui était là, qui faisait quand même du boulot très correct, il avait ramené Tudor, il avait ramené Alexis Sanchez, et il s'en va, on l'a jamais revu. Pedro Heriondo, lui, est affaibli, c'était vraiment le bras droit, le fidèle de Pablo Longoria, et finalement on lui lève une grande partie de ses pouvoirs, au profit de Stéphane Tessier, qui lui prend le lead en interne sur toute la partie administrative, qui est nommé directeur général au pouvoir élargi, et tout ça, ça annonce une saison rocambolesque. Désormais lâché par ses hommes de confiance, Pablo Longoria se repose de plus en plus sur son nouveau bras droit. Arrivé dans l'anonymat en 2022, Stéphane Tessier, l'ancien directeur général de l'AS Saint-Étienne, prend de plus en plus de poids en interne et devient le nouvel homme fort de l'Olympique de Marseille. Tessier, c'est la personne sur laquelle il se repose dans le club dans cette période compliquée, qui lui de son côté va se dire pour épargner Pablo, je fais ça, je prends sur moi. Sauf que au fil des mois, il prend tellement d'ampleur dans le club que beaucoup de salariés se demandent qui est vraiment le patron. Au point de se dire, est-ce qu'en fait Longoria est-il pas en train de préparer sa succession et de le laisser progressivement prendre de l'ampleur pour le remplacer en fin de saison. Il le laissait faire beaucoup de choses pour souffler un peu, et il s'est éloigné progressivement de différents services du club, en laissant Tessier gérer au fil des semaines et au fil des mois. Homme de confiance de Longoria, dirigeant de plus en plus présent, Stéphane Tessier commence ainsi à être considéré par certains comme un véritable président bis. Mais le nouvel homme fort de l'OM va bientôt commettre une erreur, une faute impardonnable aux yeux de Pablo Longoria. Dans un Orange Vélodrome bouillant, 107e classique du nom entre l'OM et le PSG, les Marseillais 7e. Dimanche 31 mars 2024, l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain dans un stade Vélodrome plein à craquer. Et juste avant le coup d'envoi de ce match très attendu, une animation en tribune Gannet aimante tous les regards. Un tifo met en scène l'humoriste marseillais Redouane Bougueraba devant le trophée de la Ligue des Champions. Un tifo géant et très gênant pour Pablo Longoria. Le problème, c'est que Longoria n'était pas au courant. Longoria découvre ce tifo en même temps que les supporters, en même temps que les journalistes, et ça lui plaît pas, quoi. Il se dit, on a fait quelque chose dans mon dos, j'ai pas validé. Il y a pas mal de réactions de supporters qui disent, pourquoi un tifo à l'effigie de Redouane Bougueraba? Qu'est-ce que ça vient faire là, un joueur de classico, alors qu'on est aussi sur la date de l'anniversaire de la mort de Pape Diouf.
Donc on se dit pourquoi Bougueraba? Et là c'est vrai que Longoria voit ça et il se dit c'est vrai, pourquoi Bougueraba alors qu'il a absolument rien contre lui. C'est un détail, je dirais pas que c'est un prétexte, mais c'est un détail qui fait que là ça le réveille et il se dit oula, je suis en train de perdre le contrôle de mon propre club quoi. En fait, je suis président de l'OM, il passe des choses derrière mon dos et moi je les découvre dans le stade comme tous les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Agacé, Pablo Longoria cherche alors à savoir le pourquoi du comment de ce tifo. Il se renseigne, il demande en tant que président, c'est normal, là, il demande maintenant, il dit écoutez, sortez-moi la jeunesse de la création de ce truc parce que je veux tout savoir. Et là il s'aperçoit que Stéphane Tessier a validé. Ce qui en soi, nous, d'un œil extérieur, nous apparaît pas non plus comme l'affaire du siècle. Mais entre eux, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui brise définitivement la relation de confiance entre les deux hommes. C'est à partir de ce moment-là qu'on a revu le Longoria combatif des 2 premières saisons, enfin des 2 premières saisons et demie. C'est à partir de ce moment-là où des premières saisons et demie de président quoi. On l'a vu revigorer un peu remotivé et de nouveau déterminé. Alors que c'est vrai que pendant quelques mois, on avait l'impression qu'il était un peu ailleurs, qu'il était un peu effacé. Et là, à partir de ce moment-là, je pense que c'est son ego qui en a pris un coup, en disant je suis en train de perdre le pouvoir, perdre la main, et c'est pas ce que ça me ressemble pas, donc je vais refaire du Longoria quoi. Je suis Pablo Longoria, on me connaît pour mes qualités, je vais refaire du Longoria parce que là j'ai essayé de diriger en déléguant, finalement il y en a un qui a pris trop de poids dans mon organisation, donc je vais tout reprendre à zéro et refaire ce que je sais faire. Peu à peu mis en retrait, Stéphane Tessier est victime de la reprise en main de Pablo Longoria et finira par quitter le club en fin de saison. Un retour sur le devant de la scène pour le président espagnol qui se confirme 10 jours plus tard lors d'un déplacement européen. Morose en championnat de France durant cette saison 2023-2024, l'OM trouve son salut dans une compétition qui fait l'ADN du club, la Coupe d'Europe. Désormais emmené par l'entraîneur Jean-Louis Gasset, déjà le 3e entraîneur de la saison, l'Olympique de Marseille se déplace à Lisbonne pour affronter le Benfica en quart de finale de la Ligue Europa. Un match très attendu, mais à 48 heures de la rencontre, les dirigeants du club portugais annulent les billets des supporters marseillais. Le problème date du week-end précédent, parce que la préfecture de police des Bouches-du-Rhône croit bon d'annoncer que les supporters lisboètes seront interdits de venir à Marseille au retour. Fabrice Lamperti est journaliste à la Provence, envoyé spécial à Lisbonne. Du coup, les supporters marseillais arrivent à Lisbonne sans vraiment savoir s'ils vont assister au match, mais il y a quand même ce flou qui demeure, qui persiste, et les gars sont là, et puis petit à petit, ils apprennent les nouvelles au fil de l'eau, que finalement, ils peuvent pas assister au match, que la situation est bloquée, que les pouvoirs publics français campent sur leur position, parce que si Benfica a pris cette mesure-là, c'est aussi une espèce de réciprocité par rapport aux sanctions des autorités françaises. Cette décision du club portugais est intolérable pour Pablo Longoria, et dès le lendemain, à la veille du match, le président monte au créneau et prend la défense des supporters dans un communiqué. Je ne peux pas accepter que nos supporters, qui ont consenti d'énormes sacrifices pour venir jusqu'au Portugal, ne puissent accéder à la tribune visiteur pour assister à une rencontre que nous attendons tous avec impatience dans cette saison si difficile. Après m'être investi personnellement auprès de toutes les parties impliquées et influentes dans l'organisation de ce double quart de finale, je ne peux assurément pas accepter cette situation. Et si nous devions en arriver là, je n'assisterai pas à la rencontre de demain par solidarité envers nos supporters, mais également par opposition au caractère injuste de cette situation face à laquelle chacun doit assumer ses responsabilités. Plusieurs semaines après la crise à l'OM et la réunion sous haute tension avec certains leaders des groupes de supporters, le président espagnol montre ici son engagement pour défendre la cause des fans du club. La période est très compliquée encore à ce moment-là pour Pablo Longoria. Il y a une espèce de schisme qui s'est créé. Certains supporters ne le reconnaissent pas totalement comme président de l'OM parce qu'il y a toujours la cassure qui est née depuis le mois de septembre et les plaies ne se sont pas totalement refermées. Donc Pablo Longoria joue son rôle finalement. Il essaye de recouler les morceaux, il essaye de rabibocher un peu tout le monde. Au final, c'est une espèce de grande union sacrée qui est décrétée entre les différentes parties. Dans les heures suivantes, la situation se décante. Les supporters olympiens sont finalement autorisés à assister à la rencontre. Le coup d'envoi a été donné par les Portugais avec Antonio Silva
qui donne ce ballon à Fiorentino Luis. L'OM réussit à marquer un but dans les derniers instants de la partie par Aubameyang et du coup ça laisse ses chances intactes pour le match retour. Puis après il se qualifie au pénalty dans une ambiance incroyable, quoi. Vraiment les grosses ambiances européennes que l'on peut vivre au stade Vélodrome. Et après il y a l'Atalanta Bergame qui se présente sur la route de l'Olympique de Marseille et voilà, l'OM n'arrive pas à passer l'écueil. Les Marseillais surclassés à Bergame par l'équipe de Gasperini. La demi-finale de Ligue Europa ne sauve pas la saison parce que l'OM finit 8e en championnat, très loin des objectifs affichés, pas de Ligue des Champions et encore moins de Coupe d'Europe la saison suivante. Donc malgré ce beau parcours en Ligue Europa, c'est une saison qui est ratée dans les grandes largeurs et voilà, et l'OM et Pablo Longoria doivent reconstruire sur ses cendres. Au terme d'une saison 2023-2024 très éprouvante, l'OM et son président sont désormais à un tournant. Après 3 ans à la tête du club, Pablo Longoria est-il toujours l'homme de la situation ? Peut-il continuer à son poste et emmener l'OM vers de nouveaux sommets ? Dans ce contexte, une parole est très attendue, une parole peut même apporter de premiers éléments de réponse, celle du propriétaire Frank McCourt. Et le 28 mai 2024, 10 jours seulement après la fin du championnat et quasiment 1 an après sa dernière prise de parole publique, l'actionnaire américain est à la commanderie. Il y a une journée à Marseille, une journée durant laquelle il passe beaucoup de temps à la commanderie. Durant cette journée, il nous accorde une interview dans laquelle il conforte Pablo Longoria dans sa mission de président. Il lui renouvelle toute sa confiance. Il dit qu'il est conscient qu'une saison peut mal se passer sportivement, mais ça veut pas dire que le projet est remis en cause. Il explique qu'il veut un projet à long terme sur 3 ans, donc Pablo Longoria est là pour les 3 prochaines années encore. Confirmé à la tête du club et galvanisé par ce nouveau projet sur 3 ans, Pablo Longoria lance alors l'acte 2 de son mandat de président. L'Espagnol commence par ce qu'il maîtrise à la perfection, le marché des transferts, et dès la fin juin, il réalise l'un des plus beaux coups de l'été, avec la signature du très convoité coach italien Roberto De Zerbi. Je dis pas mal quand même, parce que même si c'est un coach qui n'a pas dirigé de grands clubs, c'est un coach reconnu pour la qualité de son jeu, et on se dit que là il y a de l'idée parce qu'on repart sur une idée directrice avec un projet de jeu un peu comme Sampaoli à l'époque, avec des joueurs qui vont venir pour s'adapter à ce jeu-là. Et on retrouve en fait, avec le recrutement de De Zerbi, on retrouve la patte Longoria avec l'idée de se dire je vais prendre tel entraîneur parce qu'il va m'amener tel football pour pouvoir régaler les supporters, entre guillemets. Ça veut pas dire que ça sera avec le temps, mais pour pouvoir imposer et donner un nouveau style à l'OM. À la manœuvre de ce recrutement, Pablo Longoria bénéficie aussi de l'aide de son nouveau conseiller sportif, l'ancien défenseur international marocain Mehdi Benassia. Il l'avait connu à la Juventus, il s'était dit tiens, lui en tant que joueur, il me posait pas mal de questions sur la direction, sur la manière de manager. Il se disait tiens, lui il a peut-être quelque chose pour après. Après il est passé agent. Donc il s'est dit, il connaît aussi le marché des transferts, c'était notamment l'agent de Unai. Donc il fait venir en lui disant je vais lui laisser sa chance avec moi, au contraire il va progresser peut-être à mes côtés, on va travailler tous les deux. Mehdi Benassia devient rapidement le nouvel homme fort de Longoria, et ensemble, les 2 hommes forment un duo redoutable sur le marché des transferts. Il passe des coups de fil surtout, parce qu'il connaît tout le monde. Ça c'est un avantage, c'est que Benassia connaît tout le monde dans le milieu du football, en tant qu'ancien joueur, en tant qu'ancien joueur reconnu, en tant qu'ancien joueur apprécié aussi dans tous les clubs dans lesquels il passait, et il est passé par des gros clubs, le Bayern, la Juventus, c'est un profil apprécié par beaucoup de dirigeants, d'entraîneurs et de joueurs dans le football, donc il a un énorme réseau, gros carnet d'adresses qui lui permet d'ouvrir n'importe quelle porte, même de joueurs auxquels on ne s'attend pas. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 19 juillet. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de Mercato et le premier sujet sera l'arrivée de Greenwood du côté de l'Olympique de Marseille. Alors oui, c'est vrai, on l'avait clairement pas vu venir ce transfert, c'est Adrien Rabiot. C'est sorti d'un coup sans que personne ne s'y attendait hier soir. Pierre-Emile Højbjerg va bien rejoindre l'Olympique de Marseille. Des résultats positifs, un jeu emballant, des joueurs excitants, Pablo Longoria tient sa revanche. Mais la pression liée à son poste, l'intensité d'une saison rattrape le président et met à nouveau le feu au club. Constamment en tension, Pablo Longoria est un président connu pour vivre intensément chaque rencontre.
Pablo, à la mi-temps d'un match, je le vois fumer, quand même avant un match, il fume. Je vois cette pression. Jean-Pierre Bernès est ancien dirigeant à l'Olympique de Marseille. Ça me rappelle, moi, avec Bernard, quand on était dirigeant, on a une pression. Vous savez, quand on est là, tranquille, mais quand vous êtes aux responsabilités d'un club comme l'OM, vous avez une pression terrible, terrible. On voit qu'il est sous pression, sur l'exigence. À Marseille, on vous impose une exigence. Et cette exigence, ça veut dire une exigence sportive, une exigence économique. Parce que l'économie, vous n'avez pas un chéquier, vous faites des chèques, ce que vous voulez, quoi. Vous êtes obligé de gérer, quoi. Cette exigence, cette pression ressentie par le président, déjà aperçue lors de différentes rencontres, va ressurgir de manière spectaculaire. Le samedi 22 février 2025, l'Olympique de Marseille se déplace à Auxerre pour la 23e journée de Ligue 1. Un match important, un match à enjeu pour l'OM et Pablo Longoria, en course pour la qualification en Ligue des Champions. Et 2 heures avant le coup d'envoi, le journaliste de la Provence, Tristan Rapeau, croise à l'entrée du stade de la Baie des Champs un président visiblement marqué par cette pression. Tendu, fatigué, parce que c'est aussi une surcouche par rapport à toute la pression qui vit depuis le début de saison. L'OM quand même investit beaucoup d'argent, et il y a la pression sportive des résultats aussi. L'OM ne peut pas se permettre de ne pas se qualifier en Ligue des Champions, et plus la fin de saison approche, la pression grimpe. Il y a aussi cet environnement assez négatif autour de l'arbitrage. Et dans le courant de la semaine, il y a aussi cet épisode avec l'opérateur VAR, la personne qui est censée diffuser les images auprès des arbitres du VAR, qui serait un supporter ou qui est un supporter affirmé du PSG et qui, soi-disant, aurait influencé les arbitres à prendre des mauvaises décisions en compte de l'OM. Donc, en fait, tout cela est un terreau fertile au fait que Pablo Longoria soit à cran et prêt à dégoupiller. Sur le terrain, rien ne se passe comme prévu. L'OM patine, l'OM est mené au score. Et à l'heure de jeu, un événement fait basculer la rencontre. Un contact qui, en direct, nous semble anodin, en fait, entre Derek Cornelius et Ahmed Traoré Junior, le joueur d'Auxerre. Dure du temps à être jugé par l'arbitre. On voit le joueur auxerrois longtemps à terre, et finalement, l'homme en noir dégaine un second carton jaune synonyme de rouge à l'encontre du défenseur canadien de l'OM. Et c'est là que il se passe une des scènes de cette rencontre, à quelques mètres de nous, en tribune de presse. Pablo Longoria, qui est encerclé par Mehdi Benassia, son directeur du football, et son conseiller institutionnel Fabrizio Ravanelli, qui se lève et à grand renfort de gestes commence à éructer contre la décision de l'arbitre. Il ne discerne pas forcément ses mots, mais on le voit se lever, s'agiter, faire de grands gestes, ça suffit avec ses bras. Juste devant lui, à ses pieds, il y a un écran de contrôle qui lui permet de revoir les images, et à ses yeux, le contact de Cornelius, qui, oui, méritait des expulsions, n'était pas du tout sanctionnable à ses yeux. Et Pablo Longoria se rassoit quelques instants, puis, à la suite d'un énième ralenti de l'action, se lève définitivement, se dit ça suffit, je m'en vais, descend les quelques marches qui le séparent des vestiaires sous les huées du public auxerrois. Tournant le dos alors à la pelouse, Pablo Longoria prend la direction des vestiaires. Dans les couloirs du stade, l'Espagnol étale alors toute sa frustration devant les caméras. Quelle corruption, c'est la corruption totale dans ce championnat de merde. C'est un championnat de merde. Qu'est-ce que le championnat de merde? Tout corrupt. Au coup de sifflet final, je descends, je vais en salle de conférence de presse en attendant que Roberto De Zerbi et l'entraîneur de Auxerre se présentent. Et la porte est ouverte, et à une dizaine de mètres de là, il y a le garde-corps où plus tard les joueurs sont censés passer pour réagir à la rencontre. Et en attendant les réactions du coach marseillais, j'entends au loin Pablo Longoria crier, et j'entends corruption, c'est de la corruption, championnat de merde. Je lâche mon ordi, je fais 2 pas pour sortir de la salle de conf et me rendre en zone mixte qui est juste à côté. Et là, Pablo qui incontrôlable, pète les plombs et s'en va proférer toutes les menaces, quitter le championnat pour rejoindre la Super League, les accusations de corruption, même d'autres envers l'arbitre de la rencontre un peu plus salées, devant une assistance complètement abasourdie. Les journalistes sont pris à partie. Pablo Longoria les incite à bien enregistrer ce qu'il dit pour bien le retranscrire.
Derrière lui, Mehdi Benassia, un peu gêné, souscrit, mais ne peut pas le faire vraiment parce qu'il est suspendu, il n'a pas le droit de parler. Il y a cette scène là un peu gênante où toute la garde rapprochée de Pablo Longoria, en fait, est spectatrice impuissante de son craquage. Sur cet épisode-là, il faut pas oublier aussi que quelques jours plus tôt, il est aux États-Unis parce qu'il a rendez-vous avec les Américains de McCourt pour un bilan trimestriel traditionnel. Il a aussi ses fonctions à la Ligue. Il se tape un conseil d'administration de la Ligue aussi. Il a la nomination de Stina qu'il apprend comme ça. Et en fait, l'accumulation, je dis pas que c'est pas un burn-out présidentiel, attention, mais c'est à un moment donné, ça peut nous arriver, ça nous arrive à tous. Il y a des moments donnés où pendant 5 minutes on perd le fil et on s'énerve. Lui, il s'est énervé de manière évidemment trop brutale, évidemment trop violente, et puis il aurait pu s'énerver, pas devant le grand public, quoi. Disons qu'il aurait pu s'énerver dans son bureau seul, tranquillement, ou dans un couloir et être calmé. Là, le problème, c'est que c'est à la vue de tous, filmé par tout le monde, et que les gens se disent, mais c'est quoi ça? Mais encore une fois, je pense qu'on peut l'excuser. Et en fait, il est sur cet épisode-là, c'est son passé de président à l'OM et c'est justement tout le bon boulot qu'il a fait depuis des années qu'il sauve. Parce que les supporters lui pardonnent totalement, et même au contraire. Alors, ils vont pas en faire le Che Guevara de la révolte contre l'arbitrage, mais ils le soutiennent. Et on a vu les banderoles, ils le soutiennent et ils sont avec lui parce qu'ils disent on a enfin un président qui est là, qui montre les crocs. Après, c'était un peu... Même Pablo Longoria lui-même reconnaît que c'était trop et qu'il a disjoncté, qu'il n'aurait pas dû aller si loin. Condamné à 15 matchs de suspension, vivement critiqué par le corps arbitral et les instances de la Ligue, Pablo Longoria se retrouve à nouveau dans l'œil du cyclone. Une véritable tempête pour le président olympien, mais l'Espagnol bénéficie du soutien de la majorité des supporters. Car aussi exagérée soit sa réaction à Auxerre ou ailleurs, ses excès sont, selon l'ancien dirigeant olympien Jean-Pierre Bernès, la preuve de son attachement au club. Et je trouve qu'aujourd'hui, il devient Marseillais. Il devient Marseillais dans le fait de... Voilà, quand sa réaction sur l'arbitrage, là. Sa réaction sur l'arbitrage. Marseille, les supporters, ils aiment ça. Il le sait. Il n'est pas fou, hein. Il se dit, Marseille, les supporters, toujours, c'est tout le monde en veut à l'OM. Tout le monde en veut. Et là, en ayant cette réaction, ça plaît aux gens, ça. En faisant ça, vous devenez Marseillais. Véritable geek du football, devenu recruteur hors pair puis converti président de club, Pablo Longoria vit et respire pour le football depuis toujours. Une passion sans commune mesure qui semble peu à peu se fondre dans le plus passionnant des clubs français. Mais les excès et les crises successives semblent peu à peu marquer le président olympien. Aujourd'hui engagé dans un projet sur 3 ans, Pablo Longoria répète son intention de s'inscrire dans la durée à l'OM, mais peut-il tenir ce rythme? Peut-il continuer à absorber la pression de ce club si particulier? Si on prend un peu de hauteur, si on veut faire son bilan au bout de 4 ans, on se dit qu'il n'y a personne qui a fait mieux que lui depuis Pape Diouf. Alors déjà dans la cote de popularité, dans la cote de sympathie, dans la cote d'amour auprès des supporters, il n'y a personne qui était aimé comme ça en tant que dirigeant depuis Pape Diouf. Avec d'autres qualités, une autre personnalité évidemment, mais il n'y avait pas ce rapport-là où les supporters se disent on a quelqu'un qui nous représente, ça premièrement. Deuxièmement, en termes de connaissance du football moderne, de ce qui peut se faire à l'avenir dans le football, il a 38 ans aujourd'hui, j'aimerais bien savoir où il sera à 50 ans, parce qu'on se dit quand même que vu le profil, il a un potentiel pour aller très très loin. Peut-être qu'il restera pas à l'OM éternellement parce que c'est un club qui use et parce que il a une telle connaissance des coulisses maintenant. Et encore une fois, quand on dit que justement il n'a pas eu la stature présidentielle quand il s'est énervé à Auxerre, c'est peut-être ce type d'erreur qui fait qu'il l'aura et de manière assez phénoménal un jour, peut-être dans un autre club ou peut-être à Marseille, parce que peut-être qu'il restera 10 ans, hein. Des fois il dit qu'il veut rester des années, mais ce genre d'erreur fait que peut-être il apprend et il va enfin moi je le vois, si on se projette, on peut se dire qu'à 50 ans c'est un des plus grands dirigeants du football mondial ou d'une agence d'agents ou quelque chose, ou on sait pas comment va évoluer le football dans les 10 prochaines années, mais il a exactement le profil du dirigeant du football de demain. Avec le portrait de Pablo Longoria, le portrait de l'actuel président de l'OM, cette première saison de Commanderie offre une plongée inédite dans les coulisses du pouvoir de l'Olympique de Marseille. Entre
entre poids des supporters, lutte interne et crise de pouvoir, la vie de ce club est une véritable saga. Un feuilleton intense et passionnant à écouter prochainement dans la 2e saison de Commanderie. Chaque mercredi, retrouvez un épisode de Commanderie, une plongée inédite dans les coulisses de l'Olympique de Marseille. Un podcast à retrouver sur laprovence.com et sur toutes les plateformes d'écoute.